Bonsoir, la Guinée signe les plans de travail annuels avec 4 agences du système des Nations Unies. Le montant global planifié pour 2016 est estimé à plus de 119 millions de dollars américains. Santé, les travaux de réhabilitation de l'hôpital Donka se poursuivent. Certains services ont été délocalisés dans d'autres structures sanitaires de la capitale. Sport football à 48 heures du match Orea de Conakry, l'AS Douanes du Sénégal au compte des préliminaires de la Champions League africaine. Le coach de Orea a fait le point des préparatifs ce vendredi devant la presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a reçu en audience cet après-midi un groupe d'experts marocains et mauritaniens. Les discussions ont porté sur l'évaluation de la nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche en Guinée. La synthèse de la rencontre avec Ibrahima Keita. La relance rapide du secteur de la pêche en Guinée était le menu principal de cette audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a bien voulu accorder à ce groupe d'experts marocains et mauritaniens. Après les états généraux de la pêche en 2013, il était question de l'évaluation de la nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche au cours de cette audience. Une stratégie initiée par le président de la République, professeur Alpha Condé, au cours des entretiens, a mis l'accent sur son souhait de voir le secteur de la pêche reprendre du souffle. Pour y arriver, le chef de l'État a sollicité l'expertise de ses hôtes pour la relance rapide de la pêche en Guinée. Une démarche que ces spécialistes de la pêche ont apprécié. J'ai été reçu par M. le Président. Nous lui avons présenté un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie qu'il a bien voulu adopter au profit du secteur de pêche maritime et de la pêche continentale en Guinée. Pour le ministre de la Pêche, il s'agit de profiter de l'expérience de ces experts afin d'atteindre les objectifs visés. Qui sont venus dans le cadre de l'évaluation de la nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche que le président a initiée. Il était question pour notre département de bénéficier des conseils et des orientations pour les pratiques dans le secteur qui s'évoluent soit au Maroc ou au Sénégal, et ensemble pour que nous puissions tirer les meilleures leçons et mettre en pratique l'ensemble des recommandations des États généraux que nous avons eu ici en 2013. A précisé que la nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche prend en compte les forces et faiblesses du secteur en Guinée pour un nouveau départ, tout un défi. Agriculture, 50 tracteurs et 50 motoculteurs avec accessoires pour les paysans guinéens. Ce don de la République populaire de Chine vise à aider la Guinée à poser les bases d'une agriculture moderne plus rentable. Pour relever ce défi, les autorités comptent explorer avec la Chine d'autres pistes de coopération dans le domaine du désenclavement des zones de production et de l'aménagement des ouvrages hydro-agricoles. On en sait plus avec Fodé Camara. La campagne agricole 2016 s'annonce sous de bons auspices. Les centres de prestations agricoles installés dans les 33 préfectures seront de nouveau approvisionnés à l'outillage agricole, à savoir 50 tracteurs et accessoires, 50 décortiqueuses combinées, blanchisseuses de riz, 150 motopompes et un lot important de pièces de rechange. Un coup de pouce de la République populaire de Chine d'une valeur de près de 10 milliards de francs guinéens. Nous demandons avant que ces équipements soient à la disposition des utilisateurs qu'il y ait une formation et un renforcement des capacités des utilisateurs et de ceux qui sont chargés de les entretenir à l'intérieur du pays. Ça, nous l'exigeons pour que ces équipements soient bien entretenus et pour qu'ils puissent atteindre l'objectif fixé par le gouvernement ou par la République de Chine en nous faisant ce don. Ce geste de promotion du monde rural vise à réduire considérablement la pénibilité dans les zones de production, au niveau de tous les segments de la chaîne de valeur, de la préparation du sol à la récolte. Tout un attelage accompagne chaque tracteur, charrue, remorque, semoir et pulvériseur, histoire de réussir la modernisation des pratiques culturelles. La Guinée a devant elle le riche potentiel de développement pour son agriculture, et la Chine possède de riches expériences sur la gestion de la production d'une part et une forte capacité de la fabrication de machines agricoles d'autre part. Les deux pays sont ainsi fort complémentaires en la matière, donnant lieu à une perspective de coopération prometteuse. Notre présence ce matin constitue une nouvelle illustration de la détermination du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes
grâce à une politique hardie et cohérente de mise en place d'infrastructures et de moyens logistiques dans le domaine spécifique de l'agriculture. Tous ces équipements sont montés minutieusement par des techniciens guinéens et chinois. Un transfert de technologie bien réussi qui mérite d'être légué aux bénéficiaires. Ces machines et équipements offerts par la République populaire de Chine viennent renforcer le parc d'équipements agricoles du pays et entrent ainsi dans la série d'actions soutenues par le président en vue d'une transformation rapide de l'agriculture guinéenne. En effet, notre agriculture, au-delà de satisfaire les besoins alimentaires de la population, doit contribuer à assurer la sécurité alimentaire pour tous, créer de nouveaux emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Les autorités comptent explorer d'autres pistes de coopération avec la Chine dans le domaine de la formation, du désenclavement des zones de production et l'aménagement des ouvrages hydro-agricoles à l'image des 1000 hectares de la plaine de Koundian, dans Mandiana. Sous financement du budget national de développement de plus de 90 milliards de francs guinéens, ce chef-d'œuvre d'une entreprise chinoise va permettre aux producteurs de cultiver et pêcher en toute saison. La ministre française de l'Environnement, présidente de la COP21, est arrivée ce soir à Conakry. Ségolène Royal, qui est en tournée en Afrique, vient discuter avec les autorités guinéennes de la stratégie à mettre en œuvre pour l'application des accords de Paris sur les changements climatiques. Les propos de la ministre française de l'Environnement ont été recueillis par Nabi Camara. Je suis très heureuse d'être en Guinée, dans le cadre d'une visite qui a duré toute la semaine. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer votre chef d'État lors de la COP21 et on a beaucoup travaillé ensemble, notamment sur le projet de l'accès de l'Afrique aux énergies renouvelables. Et maintenant que j'ai la responsabilité de présider la COP21, eh bien je vais chercher des soutiens et des conseils pour savoir comment je peux aider à réaliser rapidement les engagements qui ont été pris à Paris pendant la COP21 pour permettre aux États africains et à toute la population d'Afrique, encore 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et l'électricité et l'énergie, c'est la vie. Parce qu'avec l'énergie, on peut faire du développement économique, on peut améliorer la santé, améliorer l'éducation. Et donc, c'est un droit fondamental. Et donc je suis très motivée par ce projet, je vais mettre toutes mes forces pour qu'il avance et qu'il y ait des choses concrètes qui soient décidées, que les financements soient en place, que la simplicité des financements soit mise en place, que je repère bien tous les projets auxquels tiennent les différents pays. Et par conséquent, cette étape ici est très importante. J'ai survolé les mangroves magnifiques qui sont protégées et ça aussi c'est très important, la protection de la nature. Et je vois ici que toute cette nature a été protégée parce que vous savez, la nature, les arbres, tout ça, c'est finalement le meilleur rempart contre la sécheresse, contre le dérèglement climatique, contre la montée des eaux, pour la biodiversité. Et voilà, c'est quelque chose de très important. Le gouvernement guinéen et le système des Nations Unies, à travers 4 agences, à savoir le PAM, l'UNICEF, l'UNFPA et le PNUD, ont signé hier jeudi les plans de travail annuels de l'année en cours. Pour la mise en œuvre de ces PTA, le montant global planifié est estimé à plus de 119 millions de dollars américains. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a rassuré les partenaires du suivi de tous les projets au bénéfice des populations guinéennes. Le point avec Ramatoulaye Touré. À travers ces 4 documents, des instruments de travail sont élaborés pour la période 2016. Le premier, avec le PNUD, porte sur la gouvernance, la consolidation de la paix, la croissance et le développement durable. Le deuxième, signé avec l'UNICEF, permettra l'accès à la santé, à l'éducation de base, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le troisième est signé avec l'UNFPA, il porte sur la population et la santé. Et le quatrième document signé avec le PAM porte sur la sécurité alimentaire et l'éducation de base. Ces agences onusiennes contribueront aux efforts du gouvernement pour un montant de plus de 1073 milliards de francs guinéens. Le système des Nations Unies s'engage à travers la signature de ces plans à accompagner le gouvernement guinéen pour la promotion d'un développement inclusif et durable
à travers l'accélération et la mise en œuvre du plan d'action prioritaire de relance post-Ebola et le renforcement des partenariats stratégiques qui sera marqué par le démarrage du processus de formulation du prochain plan d'action des Nations Unies pour l'aide au développement pour la Guinée qui va couvrir la période 2018-2022. En procédant à la signature de ces documents, la ministre du Plan et de la Coopération internationale a rassuré les partenaires. Le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'intégrer dans le budget national les différents efforts financiers pour la mise en place de la contrepartie locale. Le gouvernement demeure reconnaissant à ces institutions qui font partie de nos partenaires traditionnels au développement. La signature conjointe des plans de travail annuels est devenue une tradition entre le gouvernement et le système des Nations Unies. Et puis ce communiqué avant de poursuivre ce journal à la demande de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le comité de suivi des accords politiques du 20 août 2015 s'est réuni ce jour, vendredi 26 février 2016, à la Maison commune des Nations Unies à Conakry. L'ordre du jour portait sur la présentation du projet de chronogramme des élections locales. À l'issue de cette présentation qui a été suivie de débats, il a été convenu que la CENI transmette une copie du projet de chronogramme en version électronique à l'ensemble des parties prenantes au comité de suivi. Le rapporteur du comité de suivi transmettra à la CENI d'éventuels amendements, contributions ou suggestions concernant en particulier les délais de mise en œuvre des principales opérations inscrites au projet du chronogramme. Que ces amendements ou suggestions parviennent à la CENI au plus tard le lundi 29 février 2016 pour leur intégration dans la version qui sera présentée au comité de suivi lors de la prochaine séance prévue pour se tenir le mercredi 2 mars 2016. Conakry le 26 février 2016, la CENI. À présent, les échos du Forum économique sur la Guinée qui se tient à Londres, une opportunité de vendre la destination Guinée et d'exposer les possibilités d'investissement dans notre pays. La délégation gouvernementale est conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, Mamadi Youla. Ousmane Bangoura est notre envoyé spécial. Londres, la capitale britannique, a accueilli cette semaine l'événement mondial consacré à la relance économique des pays touchés par l'épidémie à virus Ebola. Ce grand forum de Londres est organisé en partenariat avec la CEDEAO, l'Union du fleuve Mano et l'Agence de promotion des investissements privés, APIP Guinée. Ce forum a mobilisé plusieurs chefs d'État africains et près de 1000 représentants des banques et fonds d'investissement. À ce grand rendez-vous, la délégation guinéenne a été conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant du président de la République, professeur Alpha Condé. Cette plateforme plurielle vise pour la Guinée la mise en place des mécanismes afin d'obtenir des accords concrets pour le financement de la stratégie de relance économique post-Ebola. Ce conclave de Londres est une occasion pour la Guinée d'amplifier la dynamique issue de la conférence des investisseurs et partenaires au développement de la Guinée. Le groupe français Bolloré vient de renforcer sa capacité logistique en Afrique. 2 portiques sont désormais opérationnels à Conakry Terminal, ce qui augmente la fluidité des marchandises au quai commercial du port autonome de Conakry. Reportage Alassane Diogobari. Simple entreprise familiale créée il y a près de 200 ans en Bretagne française, Bolloré est aujourd'hui un groupe de grande renommée qui investit dans plusieurs ports africains pour améliorer leur efficacité. L'installation de ces 2 portiques au terminal à conteneurs du port autonome de Conakry s'inscrit dans cette logique. Un investissement qui représente à peu près une quinzaine de millions d'euros. Ces portiques permettront d'augmenter les mouvements de cadence sur les opérations navires pour permettre ainsi à nos clients armateurs et à nos acteurs économiques de pouvoir disposer de leurs marchandises le plus rapidement possible. Les portiques sont en charge du chargement et du déchargement des navires en termes de containers.
2 énormes grues équipées de 2 portiques servant à embarquer et à débarquer des conteneurs. L'équipement force désormais l'admiration de tout passant ou opérateur du trafic des marchandises à Conakry. Un investissement de valeur pour Bolloré. L'investissement aujourd'hui en Guinée est quasiment primordial sur les métiers du transport et de la logistique. Le meilleur exemple est derrière vous aujourd'hui. Nous venons de bénéficier, de fêter ce moment tous ensemble avec l'operating de concessions portuaires à travers Bolloré Ports et plus de 400 personnes aujourd'hui sur le terminal qui nous font confiance, qui nous ont aidés à réaliser, en plus de cet investissement, car c'est grâce aux hommes qu'on arrive à faire tout ça, l'ensemble de ces prouesses avec aujourd'hui 2 nouveaux portiques de dernière génération qui sont venus rejoindre les 2 grues mobiles déjà existantes, les engins de parc qui nous permettent d'optimiser ces terre-pleins et de continuer à se développer et d'être, comme je le disais, un accélérateur de croissance et d'emploi pour le pays. Du coup, les opérateurs portuaires guinéens se frottent les mains et restent convaincus que leur métier prend un regain de modernité. Le problème que ça règle pour nous, c'est que nos conteneurs sont mis à disposition à temps et nous rentrons en opération à temps. Et je crois qu'aujourd'hui, l'une des préoccupations du monde du commerce, c'est la rapidité des opérations. Donc si les conteneurs sont là, ils sont débarqués, le navire est libéré en un temps record. Donc tous les conteneurs qui sont venus peuvent même être livrés à jour. Les surestaries ne concernent pas que les marchandises débarquées à quai, mais également des navires ayant accosté. Grâce à cet équipement, les armateurs trouvent leur compte. Les surestaries sur les navires coûtent extrêmement cher. Ça varie de 15 à 20 000 dollars par jour. Donc il y a des navires qui arrivent et qui attendent longtemps au large. Pour décharger un navire, il fallait attendre 3, 4, 5 jours. Et je crois qu'avec ces portiques, désormais, le port autonome aura la possibilité de décharger des navires de grands porteurs à moins de 24 heures. Avec l'inauguration de cette infrastructure, ce 25 février 2016, le port de Conakry effectue un autre pas ferme vers la compétitivité sous-régionale. Santé, les travaux de réhabilitation de l'hôpital Donka se poursuivent. Certains services ont été délocalisés dans d'autres structures sanitaires de la capitale. Pour la réussite de l'opération, les responsables s'activent sur le terrain en vue de la satisfaction des patients. Le constat avec Tierno Maroufba, Rose Potio. Les patients pourront dès la semaine prochaine se diriger au Kankamayen, ancien Kamboaro, en attendant la fin des travaux de rénovation de l'hôpital national Donka. Les bâtiments devant abriter les services de la diabétologie et autres services de la chirurgie sont à partie terminée. Il ne reste que l'installation du matériel dans les locaux, chose qui sera faite d'ici quelques jours selon le responsable du projet. La structure est réhabilitée. Il reste un coin, mais ça aussi, ils ont pris aussi la décision de faire un toilettage au niveau de ce bâtiment-là. Et je crois que la semaine prochaine, ils vont commencer à réhabiliter ce bâtiment-là aussi. Tous les services chirurgicaux qui n'ont pas eu de point de chute ailleurs viendront ici. Tous les services de médecine qui n'ont pas eu de chute ailleurs viendront ici. Les services médico-techniques, je veux parler du laboratoire, je veux parler du service d'anatomopathologie, je veux parler de la pharmacie, ils viendront pratiquement ici. À travers les services de santé de l'armée, le chef d'état-major général des armées, le ministère de la Santé, les locaux de l'école primaire du Kankamayen, mais pratiquement plusieurs espaces au niveau du Kankamayen en collaboration avec toutes les autorités du Kankamayen. C'est important de vous signaler cela parce que cela montre encore une fois que notre armée est une armée républicaine. Les femmes enceintes et les personnes qui souffrent de la traumato peuvent continuer à se diriger vers les hôpitaux Jean-Paul II, Bernard Kouchner de Coronti, les CMC de Ratoma, Matam ainsi que le CHU d'Ignace Dine. L'hôpital national Ignace Dine a multiplié ses activités par 1,4, à peu près 40% de surplus sur les activités, que ce soit les activités en termes de consultation, en termes d'hospitalisation, en termes d'intervention chirurgicale, surtout en termes d'accouchement et de césarienne. Nous recevons avant 120 césariennes et accouchements. Aujourd'hui, je suis obligé d'acheter près de 360 kits. C'est-à-dire les 360 kits, c'est
y compris les césariennes, y compris les accouchements. L'hôpital de l'amitié sino-guinéenne a en charge les services de la chirurgie viscérale et de la traumatologie. Tous ces hôpitaux travaillent en synergie d'action pour un meilleur soin de santé des malades. L'hôpital de Kipé doit maintenant prendre en charge tous les cas de neurochirurgie, de traumatologie, d'imagerie médicale qui se faisaient avant à l'hôpital d'Onka. Nous sommes à mesure de les prendre en charge ici à l'hôpital de Kipé. Les hôpitaux travaillent en synergie. Par exemple, un service médical qui n'est pas à l'hôpital national Ignace Dine, il a besoin des services de l'hôpital de Kipé, on s'appelle et puis on transfère le malade à l'hôpital de Kipé et vice versa. Quant aux urgences, la dermatologie, la pédiatrie, la psychiatrie et l'ophtalmologie, il reste et demeure à l'hôpital national d'Onka. Les travaux de rénovation de l'hôpital prendront fin en décembre 2017. Une fois achevé, la Guinée va posséder un hôpital digne de nom avec plus de 600 lits de capacité d'accueil. Un projet qui tient à cœur le chef de l'État, professeur Alpha Condé. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que le projet HC3 a procédé à la réhabilitation du centre communal médical Les Flamboyants situé à Petit Simbaya. Les travaux ont permis à ce CMC d'avoir une nouvelle physionomie, de quoi soulager les populations riveraines. Reportage Guénéen Sané. Voici la nouvelle physionomie du centre médical communal Les Flamboyants de Petit Simbaya dans la banlieue de Conakry. Cette structure sanitaire vient d'être rénovée par le projet HC3. Les travaux ont permis au centre d'accroître sa capacité d'accueil et améliorer la qualité de prestation de services. Un projet financé par l'USAID. La rénovation du CMC de Flamboyant n'est qu'une étape dans un processus plus long. C'est dans ce cadre-là que nous avons commencé avec les assises communautaires, nous avons commencé avec la formation d'une équipe de qualité et l'organisation des événements communautaires, et ça aboutit maintenant à la rénovation du centre. Cette rénovation du CMC Les Flamboyants vise à renaître la confiance entre les communautés et les prestataires de services du centre autrefois délabrés et exigus. Un nombre important de patients commence déjà à fréquenter les lieux. Un véritable soulagement pour les nombreux patients. Nous sommes très satisfaits du travail qui a été fait. Et nous et la population. Parce que tout ça, ça a été fait à cause de la population de Petit Simbaya. Nos locaux sont propres, illuminés, ventilés, on travaille dans des conditions extraordinaires. Notre pays a traversé une période très difficile avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola, ce qui a considérablement joué sur la capacité financière de l'État à supporter un certain nombre de charges. Et parmi ces charges, il y a celles liées à l'entretien des structures. Donc en faisant ce travail, l'ONG aide le gouvernement, il aide le ministère de la Santé et elle contribue à l'amélioration des conditions de prise en charge des populations environnantes. En plus de la réhabilitation du CMC Les Flamboyants, 22 autres structures sanitaires du pays vont bénéficier de ce programme de rénovation dans les prochains jours. Le gouvernement est déterminé à assurer une meilleure protection sociale aux agents de l'État. Cette volonté se matérialise par la création d'une caisse nationale de prévoyance sociale et l'Institut national d'assurance maladie obligatoire en Guinée. Mais qu'est-ce qui va changer dans la vie du fonctionnaire? C'est la question que notre reporter Komara Moussa a posée à certains spécialistes proches du dossier. Pour améliorer substantiellement les conditions de vie des travailleurs et contractuels de l'État, le gouvernement met en place la Caisse nationale de prévoyance sociale et l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Ces deux concepts peu connus en Guinée existent depuis 1959 dans le statut de la fonction publique. Mais ils ne couvraient que les travailleurs du secteur mixte et privé. La Caisse de prévoyance sociale, elle couvre 3 branches. Une première branche, c'est la pension de vieillesse, les pensions d'invalidité et de décès. C'est-à-dire que désormais, un fonctionnaire, quand il aura le statut de vieillesse, ou quand il arrivera à un état d'invalidité, c'est-à-dire qu'il n'est pas inapte, n'est-ce pas, au travail, ou suite à son décès, il a droit à pension. Également, les risques professionnels, ce sont les accidents de travail, ce sont les maladies professionnelles qui n'ont jamais été couverts, qui n'ont jamais été pris en charge.
Donc ça constitue la deuxième branche, n'est-ce pas, de la caisse. Et la troisième branche, c'est les prestations familiales. C'est les allocations familiales qu'on donne aux enfants, qui sont très dérisoires, hein, et avec le nombre d'enfants limité. L'opérationnalisation de ces deux établissements va permettre aux fonctionnaires et contractuels de l'État de couvrir les risques financiers liés à la maladie et de les garantir une meilleure protection sociale. Mais ils doivent cotiser avant de bénéficier des avantages. Chacun doit contribuer au prorata, n'est-ce pas, de ses revenus, c'est-à-dire les salaires mensuels. Alors, pour le moment, nous devons engager dans les meilleurs délais des négociations avec le mouvement syndical et pour arrêter les taux de cotisation. Officiellement, rien n'a été encore arrêté officiellement, mais on pense que ça va être dans la fourchette de 5% pour le fonctionnaire et 18% pour l'État. Ces deux institutions seront dotées d'une autonomie de gestion administrative et financière, dont l'organisation s'articule autour d'un conseil d'administration et d'une direction générale. En cas de maladie, les personnes assujetties doivent se rendre dans un centre sanitaire conventionnel pour bénéficier des prestations. À Kamsar, le programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier vient d'organiser une formation à l'intention des cadres du Bureau guinéen de l'étude environnementale. L'objectif est de les outiller à mieux affronter les problèmes qui affectent le secteur. Un plan de gestion environnementale et sociale est attendu à l'issue des travaux. Abdoulaye Diallo. La cité industrielle de Kamsar, c'est ici, dans cette zone, que les cadres du secteur de l'environnement et leurs partenaires se sont retrouvés pour un échange d'expériences. Il est question de discuter sur les enjeux de la destruction de la nature liée à l'exploitation minière. On a regroupé environ 20 participants qui ont travaillé en groupe thématique, donc répartis par groupe, et qui ont examiné l'étude d'impact environnemental et social de l'extension de la mine de CBG, donc ce qui nous a permis effectivement de leur apprendre comment exercer un regard critique sur les documents qui leur sont fournis pour arriver à émettre un avis d'autorité environnementale. La protection de l'environnement est un défi. Les travaux de groupe ont permis de formuler des recommandations en vue d'améliorer le bien-être des populations. L'une des solutions proposées par les participants est la mise en place des plans de gestion environnementale et sociale. Au lieu de faire une formation académique, c'est-à-dire prendre des leçons à Conakry, venir les dicter, ici nous avons travaillé ensemble, on a mené tout le processus ensemble, et donc j'estime que un travail intense de 4 jours, chacun a dû maîtriser les choses. En initiant cette rencontre, le programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier entend inciter les exploitants à l'utilisation rationnelle des ressources et surtout à développer des actions en faveur de la protection de l'environnement. 6 amphithéâtres et un bloc pour le rectorat viennent d'être réalisés à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ils devraient contribuer à améliorer les conditions de travail des étudiants et encadreurs. Des infrastructures qui forcent l'admiration du visiteur, tel que nous rapporte Francis Collier. L'Université de Sonfonia, une institution d'enseignement supérieur qui a vu le jour en 2005. Au début, il n'y avait ici que quelques infrastructures pour 8000 étudiants repartis entre 2 grandes facultés, à savoir la faculté des sciences sociales, lettres et sciences humaines d'une part, et d'autre part la faculté des sciences économiques, de gestion et de droit. C'était en 2005. Lorsque les effectifs devenaient de plus en plus pléthoriques à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décidé de créer une autre université dans la zone de Conakry. Nous avions à l'époque une quinzaine de salles de classe. Il ne fallait pas s'arrêter là, il fallait créer plutôt des amphithéâtres qui peuvent recevoir jusqu'à 500 étudiants. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Aujourd'hui, nous avons près de 6 amphithéâtres construits, n'est-ce pas, sur le site de Sonfonia. Nous n'avions pas de salle de classe. Les gens se bousculaient, ça se battait pour avoir une salle de classe. Aujourd'hui, c'est chose réglée, il faut le dire. Il y a eu un effort immense fourni
par monsieur le recteur de notre institution. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia accueille plus de 22 000 étudiants grâce à la réalisation sur fonds propres de 4 amphithéâtres plus 2 autres offerts par le président de la République, professeur Alpha Condé. Nous avons donc fait d'abord des infrastructures pédagogiques. On ne s'est pas tellement préoccupé des infrastructures pour l'encadrement, et c'est vers la fin là qu'on a compris qu'après avoir fait l'essentiel sur la pédagogie, il faudra donner une certaine personnalité à l'université. Et la personnalité à donner à l'université, c'est d'abord doter l'université d'un rectorat. Parce que c'est la vitrine, c'est la porte d'entrée de l'université. En plus des infrastructures pédagogiques, ce nouveau bloc administratif va abriter le rectorat dans une dynamique de renouveau. Sport football à 48 heures du match Orea de Conakry, AS Douane du Sénégal, au compte des préliminaires de la Champions League africaine. Le coach du Orea était face à la presse ce vendredi pour faire le point des préparatifs. Mami Ebilamou. Un coach de Orea très serein et confiant qui était face à la presse nationale ce vendredi. L'occasion pour le technicien français Victor Mbouka d'expliquer sa stratégie à 48 heures du match contre l'AS Douane du Sénégal au compte de tout préliminaire de la Ligue des champions africains. Quand il y a des matchs aller-retour comme ça, un nul à l'extérieur, on dit toujours c'est une bonne opération, donc on était satisfait. Maintenant, on sait très bien que de faire un 0-0, ça laisse toujours une possibilité à l'adversaire, parce que c'est vrai que s'il marque un but, toi tu es obligé d'en mettre 2. Voilà, donc bon. Par contre, moi je me mets de l'autre côté, et je me mets dans le camp donc Orea et donc match à la maison. Tu te donnes comme priorité et naturellement comme raisonnement que tu joues pour gagner ce match. Donc moi, à aucun moment, je ne vais penser qu'ils peuvent nous en mettre un. Ça va peut-être arriver. Mais bon, moi j'ai confiance en mon effectif et je sais qu'on pourra en marquer 2, pourquoi pas en marquer 3. À part 3 joueurs blessés dans le groupe, les autres sont aptes à affronter les Sénégalais ce dimanche. C'est du moins ce que rassure l'entraîneur des Rouges et Blancs de Matam. Les 3 blessés, pour le reste, toute l'équipe est là. Après, naturellement, comme vous savez très bien, c'est un choix de 18 joueurs. On en a plus de 30. Donc toutes les semaines, et encore en Champions League, j'ai le droit, avec les 14 étrangers que j'ai, de pouvoir les mettre tous les 14. Quant aux Sénégalais de l'AS Douane qui sont rentrés hier soir à Conakry, le seul objectif de ce match, c'est la qualification pour le second tour de la Ligue des Champions. Le Orea, c'est une équipe comme nous, dont nous connaissons maintenant parfaitement les qualités et les faiblesses. Alors nous allons maintenant nous apprendre sur ces faiblesses pour maintenant pouvoir les battre. Le match Orea AC AS Douane s'annonce donc très décisif pour les deux formations. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 28 février 2016 au stade du 28 septembre à 17h temps universel. Bon vent au Orea AC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.